officiellement, ça commence maintenant. C'est parti. Jacques Parizeau a réuni les 6 ministres de son comité des priorités pour adopter le décret enjoignant le directeur des élections de tenir un référendum le 30 octobre. Les Québécois devront voter oui ou non à un projet de souveraineté assorti d'une offre de partenariat avec le reste du Canada. Le niveau de préparation, il était impressionnant. C'est-à-dire que tu voyais que tu avais un homme d'un certain âge qui avait passé essentiellement la moitié de sa vie à préparer ça, puis que là, il arrivait au bout du chemin pour lui. Eh bien, ce soir, il n'y a pas de revenez-y, on est en campagne référendaire dans 29 jours. Les Québécois vont avoir un choix de pays à faire. C'est le Canada ou le Québec. Le 1er octobre 1995, c'est le lancement de la campagne référendaire. Il y a 2 camps, comme on sait, la loi impose qu'il y ait seulement 2 camps. Le camp du oui a une certaine homogénéité parce qu'ils ont réussi à s'entendre le 12 juin autour de certains principes. Il y a le parti de Lucien Bouchard, le Bloc québécois. Il y a Mario Dumont, l'ADQ, et évidemment Jacques Parizeau du Parti québécois. Donc, ils ont leur entente. C'est peut-être pas le cas pour le camp du non, qui est un peu plus disparate et hétérogène. À Ottawa, on a le premier ministre canadien, Jean Chrétien, qui est un libéral. On a aussi Jean Charest, qui à ce moment-là est le chef du Parti conservateur du Canada. Donc, c'est 2 rivaux habituels qui se retrouvent dans un même camp. Et à Québec, on a Daniel Johnson, qui, comme chef du Parti libéral du Québec, est le leader du camp du non, avec comme vice-présidente Lisa Froula. Et chez les jeunes, on a Annie Perrault, qui préside les Jeunes pour le non. Les apparitions publiques en sol québécois de Jean Chrétien pendant la campagne référendaire se compteront sur les doigts de la main. Je dis à mes compatriotes québécois, ne laissez jamais personne diminuer ou banaliser ce que nous avons réalisé ensemble. Jean Chrétien, là, c'est pas vendeur pour le camp du non. Quand la campagne commence, pourquoi? Ben parce qu'il est identifié au rapatriement Centre-Québec, la Constitution, et en plus au naufrage de Meech. Puis en plus, il y a eu une élection fédérale qui l'a porté au pouvoir, mais qui a aussi amené tellement de députés du Bloc que c'est l'opposition officielle. Alors, on n'est pas en train de dire que Jean Chrétien, c'est une grande force politique au Québec. L'idée, à l'origine, c'est le gouvernement du fédéral et surtout Jean Chrétien, ils vont se garder un peu en retrait. Oui, il va faire quelques discours, mais il ne sera pas le personnage principal. Ils essaient de convaincre les Québécois qu'on pourrait à la fois séparer le Québec et bâtir un nouveau partenariat économique et politique. Le provincial ne voulait pas avoir de Jean Chrétien qui viennent s'immiscer. Parce que on n'était pas si entiché que ça de M. Chrétien, le provincial. Parce que nous, on croyait beaucoup à Mitch. On croyait beaucoup à Mitch. Quand c'est arrivé, on ne pouvait pas croire que Mitch ne passait pas. Parce que pour nous autres, c'était tellement la solution, c'était tellement évident que c'est ça qu'il fallait faire. L'accord du lac Meech, ça a été mis de l'avant dans les années 80. Ça a été mené par Brian Mulroney, premier ministre fédéral, conservateur. Ça devait permettre au Québec d'intégrer la Constitution de 1982 qui avait été rapatriée à ce moment-là. Le Québec n'a toujours pas signé, d'ailleurs, cette Constitution-là. L'accord du lac Meech, on a mis beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Ça devait permettre la reconnaissance du Québec comme société distincte. Ça n'a pas eu lieu. L'accord a déraillé. Et ça a laissé des traces dans un groupe qui a dû travailler ensemble par la suite dans le cadre du référendum de 95. Oui, parce que Robert Bourassa et le Parti libéral du Québec avaient appuyé Meech, avaient même travaillé avec Brian Mulroney pour conclure cet accord-là. Puis là, au fédéral, le premier ministre, en 1995, c'est Jean Chrétien, celui qui a travaillé contre l'accord du lac Meech pour le couler avec Pierre Elliott Trudeau. Moi, M. Bouchard, je ne suis pas une lâcheuse. Je suis pas comme vous. Puis les femmes du Québec sont pas comme vous. On va continuer à évoluer au sein du Canada. En 95, je suis obligée, entre guillemets, parce que je crois pas à l'indépendance, je crois pas que c'est la façon de gérer la situation, mais je suis obligée de travailler avec des gens qui ont torpillé l'accord du lac Meech. Et j'ai trouvé ça difficile, cette partie-là. J'ai toujours ce fond-là derrière moi qui me dit pourquoi on est ici aujourd'hui? On aurait pu ne pas être ici aujourd'hui. Malgré les tensions entre le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec, le non au début de la campagne est vraiment en avance. Un nouveau sondage réalisé pour Radio-Canada confirme l'avance du non, avec 55% des intentions de vote au non et 45% au oui. Au niveau des sondages, on s'entend,
Bien, ça regardait très, très bien pour le comité du non. On était vraiment beaucoup d'avance et le scénario 80 semblait vouloir se reproduire. On va perdre l'influence et la représentation qu'on a aujourd'hui dans un pays de 30 millions. C'est ça qui est le recul qu'on veut nous faire faire. C'est pour ça que l'entente n'est pas acceptable pour les Québécois. Les autres, ils font ce qu'ils voudront, mais moi, je ne l'accepte pas, ça. Il n'y a pas de doute que si on avait à évaluer la campagne, la première semaine, on a probablement gagné parce qu'on a établi essentiellement l'enjeu. Le 30 octobre prochain, on vous demande de prendre votre passeport canadien et de le mettre sur la table. L'état d'esprit du camp du non, c'était qu'on allait perdre probablement en bas de 40. Et c'est des échos qu'on avait du camp du non qui étaient certains que ce serait une catastrophe pour nous. Les souverainistes amorcent la campagne référendaire en accusant un certain recul dans les sondages. En fin de semaine, Crop indiquait un écart de 10 points en faveur du non. C'était clair pour la haute fonction publique fédérale que le 30 octobre, on tournait la page. Puis on passait à d'autres choses. Là. Il n'y avait pas d'agenda Québec après ça. C'était une formalité. On allait faire le référendum, puis après, on allait passer aux choses sérieuses. Ils ont cette idée qu'on va faire comme on a fait, puis tout va être correct. Et ça leur a pris beaucoup de temps à s'ajuster au fait que c'est plus la même donne, puis ils peuvent pas faire la même campagne 15 ans plus tard que ce qu'ils ont fait en 80. Jacques Parizeau, après avoir promis des économies considérables une fois que les Québécois récupéraient l'argent qu'ils envoient à Ottawa, dépense l'argent qu'ils récupéraient et en dépense encore plus que ce qu'ils récupéraient. Au départ, le non est en avance. Par contre, leurs affiches sont un peu ternes, très conservatrices, sobres. Du côté du oui, c'est l'inverse. C'est une campagne colorée, avec des symboles étonnants et qui va marquer l'époque. Oui, et ça devient possible. Revient sur chacune des affiches. La campagne de 95 a surpris, je pense, les organisateurs du camp du non parce qu'elle était axée sur un discours positif. C'était pas du tout un discours revanchard qui voulait prendre, là, on pourrait dire, sa revanche sur le Canada anglais. Pour gagner, plutôt que de retourner vers toutes les crises qu'on a connues depuis les années 60, on va dire oui et tout devient possible. Et plutôt que d'adopter une couleur, on va dire bleu Québec, on va avoir plutôt un arc-en-ciel, une panoplie de couleurs. Et ça, pour les gens du non, ben c'est difficile d'y répondre. Parce qu'on dit, mais comment tu peux t'opposer à l'espoir, au bonheur, à l'optimisme? La campagne commence. Et moi, je connais juste une vitesse, c'est à la planche. En campagne, le camp du non, ça manquait un peu d'inspiration. Ben, à la défense du camp du non, ils ne sont pas proposeurs. Tu sais, t'es camp du non dans un référendum, t'es pas proposeur de rien. Fait que du côté positif, le non gagne généralement. Fait que t'as le camp le plus facile à gagner. Tout référendum confondu, là, pour un projet municipal comme pour la souveraineté, le non gagne souvent. Mais le problème qu'ils avaient quand même, le camp du non, c'était quand même les promesses de Trudeau de 1980. Parce qu'en 1980, Trudeau, c'était inspirant son discours sur le fait que voter non, là, ça ne sera pas reçu comme un non à tout changement. Ça va être reçu comme une volonté de renouveler le fédéralisme. C'était lui le camp du changement à l'époque. C'était lui, oui. Lui, si c'était un non au projet du PQ, mais c'était un oui à un Canada nouveau. Ah, ben là, c'était tentant. C'est juste que quand on a fait exactement le contraire, l'année d'après ou 2 ans après, c'est dur de la refaire une deuxième fois aux gens. Le camp du non était aussi pris avec ça. Tu avais eu la trahison de Trudeau père, l'échec de Mitch. Fait que là, tu disais non au projet proposé, mais tu proposes quoi, toi, comme... Ouais. C'est quoi, toi, ton option, ta proposition, ton offre? Si on fait un portrait très grossier de la situation en 1995, on va dire qu'il y a un bloc de 20 d'électeurs, les allophones et les anglophones, qui votent non de manière massive. Il faut donc convaincre à peu près les 2/3 de l'électorat qui reste de voter oui si on est en faveur de l'indépendance du Québec. À travers focus group et les sondages, nous arrivons à la conclusion que notre plancher, c'est 44. Quoi qu'il arrive, on pense qu'on ne peut pas faire en bas de 44. Du côté du non, quoi qu'il arrive, ils ne feront jamais en bas de 47. Alors, le reste des électeurs, ce sont ce que j'appellerais des électeurs disponibles. Alors, l'esprit de la campagne, on ne cherche pas à parler à nos convaincus ou à ceux qui sont convaincus pour le non. Tout est basé sur les gens qui sont disponibles. Quand tu arrives en campagne référendaire, quel rôle on semble vouloir t'attribuer? Nous autres, on voulait avoir l'autobus autonome, c'était bien correct. L'autobus du oui, il faudrait que tu viennes une fois de temps en temps. On l'avait vu une fois par semaine, mais des fois avec Lucien Bouchard. Ça peut être un sujet d'accrochage.
C'est faux de dire que notre langue est menacée. À preuve, en 1931, 84% des gens parlaient français. En 1995, nous sommes 93%. On a tout ce qu'il nous faut pour protéger cette identité et la faire grandir. Nous autres, on faisait ce qu'on avait à faire. OK, on était sur le terrain en disant, là, il faut faire comprendre qu'on peut être Québécois profondément, mais rester avec le Canada. Puis c'est pas vrai que ça va se faire juste en serrant la main puis dire merci beaucoup, on s'en va. Là. C'est pas vrai, c'est impossible. Tu ne peux pas briser un pays. Parce que tu brises un pays, M. Bourassa disait toujours, on a la politique de notre géographie. Ça donne qu'on est en plein milieu, hein? On est la deuxième province la plus populeuse du Canada. Fait que c'est pas vrai là, que ça va se faire comme ça. Il va y avoir des négociations, puis les négociations peuvent être assez houleuses. Alors, bon, ça, c'est nous autres. De l'autre côté, c'est sûr qu'eux faisaient la même chose. Celui qui tourne sur son tuyau comme ça. En début de campagne, le oui là, manque d'élan. Jacques Parizeau n'arrive pas à faire lever l'enthousiasme. Et à un moment donné, c'est une déclaration d'une personnalité du camp du non, Claude Garcia, qui vient du monde des affaires, qui va contribuer à faire basculer la campagne. Il faut pas gagner le 30 octobre. Il faut écraser. J'ai fait ça, ben mauvais. Ouais. Ça, c'est pas bon. Parce qu'on va les écraser, c'est aussi, tu sais, les Québécois, tu sais, t'es sa marge, genre de... on va les écraser. On va les écraser, les Québécois, ou on va les écraser, les souverainistes. Il y avait du chemin à faire avec cette déclaration-là. Oui. Pour nous, ça nous a mis sur la défensive. On avait de l'air arrogant. Non seulement qu'on va gagner, on va vous écraser. C'était pas aucunement dans notre discours. Et ça a donné, je pense, un second souffle aux souverainistes, le camp du oui. Parce que nous, on était assez confiants qu'on gagnait. À mon esprit, j'ai jamais eu de doute. Où le doute a été dans les semaines qui ont suivi l'arrivée de M. Bouchard. Et c'était un coup d'éclat. Pour relancer la campagne, le camp du oui organise des focus group. Et là, on se rend compte que M. Bouchard est très populaire, vraiment beaucoup. Et Jean-François Lisée, le conseiller de Jacques Parizeau, lance des propositions dans ces focus group-là. La première, c'est de nommer Lucien Bouchard président de la future République du Québec. La deuxième, c'est de le nommer ministre au sein du gouvernement de Parizeau. Et la troisième... Lucien Bouchard, négociateur en chef. Là, c'est de la nitroglycérine. Et c'est ce résultat que je discute avec Jean, et là, Jean dit « Je vais aller le présenter à M. Parizeau ». Mais à ce moment-là, on ne sait pas encore si M. Bouchard va accepter. Ah bon? Le lendemain matin, 8 heures, je me retrouve chez M. Bouchard à son appartement. Les deux jeunes garçons sont là. M. Bouchard en a un sur lui, l'autre a renversé la pinte de lait sur la table. Là, puis bon... Là, j'explique en 5 minutes à M. Bouchard. Voici ce qu'on... Alors, M. Bouchard, il pose aucune condition. Il me dit, Jean, je ferai ce qu'il faut. Là, je prends le téléphone, j'appelle M. Parizeau. Je dis, là, M. Parizeau, il faut que je vous voie. Quand j'arrive chez lui, il doit être 9 h le soir, j'y explique, là, la proposition. Je dis exactement quelle est la séquence des événements, qu'est-ce qui va se passer le lendemain qui aura accepté ça. C'est M. Bouchard qui embarque dans l'autobus, puis c'est lui qui prend le lead de la campagne, puis toute notre équipe va être à son service, puis que dans les jours qui vont suivre, on va lui demander d'être moins présent. Alors, j'explique tout ça. Jean Royer, c'était vraiment une personne de grande confiance. Et Jean Royer lui avait dit, écoutez, M. Parizeau, il va nous manquer des votes si on ne bouge pas. Il faudrait faire passer M. Bouchard en avant. Et je me souviens que mon mari lui a dit, est-ce qu'il y a une alternative, M. Royer? Et Jean lui a dit, il n'y en a pas, monsieur. Alors là, M. Parizeau, dans ces moments-là, quand il se met à réfléchir, il parle pas. Ça peut durer 1 minute et demie. C'est lourd. C'est long. Puis là, au bout d'1 minute, il me dit, M. Royer, j'ai combien de temps? Je dis, monsieur, nous n'en avons pas. L'autre minute, là, il me fixe. Là, il sonde mon âme, là, hein? Mais moi, j'ai pas de doute, là. Puis il m'a dit, M. Royer, faites ce que vous avez à faire. J'ai été assez sonnée quand il m'a dit, je vais nommer Lucien Bouchard, négociateur en chef du Québec. Et je veux que tu m'appuies dans cette décision. Alors, je n'ai pas ajouté grand-chose, sinon de dire, écoute, si Jean Royer te dit que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire.
M. Parizeau était moins populaire que M. Bouchard. Ça, tu le sentais. Oui, je faisais du porte-à-porte chez les indécis, moi-même. Et les gens me disaient, ah, si c'était M. Bouchard, peut-être que... Mais là, M. Parizeau, il sentait une espèce de rigidité, disons, chez M. Parizeau, tu sais, que... Et pas beaucoup de flexibilité. Alors, pour les gens qui ont besoin d'être rassurés, Lucien était plus rassurant. Lucien Bouchard, c'est non seulement le politicien le plus aimé au Québec, c'est aussi l'incarnation d'une bonne partie de l'héritage de René Lévesque. Plus que Jacques Parizeau, c'est le rassembleur sans lequel les forces souverainistes ne peuvent gagner le référendum. Lucien Bouchard, il est très apprécié par les Québécois, puis il y a une bonne raison à ça. Hein? Sa cote de popularité avait vraiment explosé là, quelques mois auparavant. Au tournant de l'année 94-95, il avait été victime de la bactérie mangeuse de chair. Le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, a dû subir une amputation de toute la jambe aujourd'hui à l'hôpital Saint-Luc de Montréal. Aujourd'hui, dans sa lutte intime, tout un peuple est derrière lui. Il avait passé à 2 doigts de la mort. C'était comme miraculé aux yeux de bien des Québécois. Sa longue convalescence terminée, Lucien Bouchard revient plus déterminé que jamais à gagner le combat référendaire. Quand on veut lui offrir un poste comme celui de négociateur en chef qui allait négocier le fameux partenariat avec le reste du Canada, ben ça, là, ça change vraiment le momentum. Changement de stratégie dans le camp du oui. On veut donner un nouveau souffle à la campagne en accordant une place centrale au chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard. Le négociateur en chef des Québécois, M. Lucien Bouchard. Dans un effort pour renverser la vapeur d'ici le 30 octobre, le camp du oui donne un grand coup. Le choix de Lucien Bouchard comme négociateur en chef du Québec, si le oui l'emporte, ajoute de la crédibilité au partenariat économique et politique proposé par les souverainistes. Monsieur Chrétien a dit hier qu'il était content parce que, pense-t-il, Daniel Johnson a écrasé le gouvernement Parizeau. Écrasé, a-t-il dit. Et M. Johnson est très heureux. Il aime ça, du monde écrasé. Le lendemain de l'annonce, ce que nous avions prévu, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai la certitude qu'on va gagner à 51. Ah oui? J'ai informé les chefs de ma certitude. Je pense avoir contaminé M. Bouchard de ma confiance. Mario Dumont était convaincu, lui, qu'il en manquerait un peu. Et M. Parizeau, je le sentais anxieux. Mais je ne pouvais pas dire s'il pensait que c'était oui ou non, là. Il devrait savoir qu'à 3 semaines du 30 octobre, rien n'est fini, que tout commence et que nous allons le remporter le 30 octobre. Oui, on va gagner. Oui, on va gagner. Quand M. Parizeau, il faut quand même lui donner ça, là, a eu l'humilité de dire « Moi, j'y arriverai pas, je me tasse. Puis ce sera Lucien. » Quand on a vu Lucien débarquer, on a fait « Oh! » Là, la campagne vient de prendre un virage. Il faut pouvoir comprendre aussi que Lucien Bouchard, avec ce qui lui était arrivé, c'était pas Lucien, c'était Saint-Lucien. Moi, j'ai vu les gens qui voulaient le toucher. Alors, quand Lucien, avec son charisme, là, on s'est dit, ouais, ben là, ça vient de prendre le virage, puis deuxièmement, on a de l'ouvrage. Avoir l'accueil réservé à Lucien Bouchard par plus de 700 militants survoltés à Kings et Falls, on peut se demander pourquoi les souverainistes ont tardé à lui faire jouer un rôle de premier plan dans la campagne. Je me souviens parfaitement le soir, Kings et Falls. La région est plutôt portée à voter non. Il y a du monde, mais là, l'enthousiasme, l'atmosphère, le slogan « On va gagner », les gens qui veulent toucher à Lucien, on sentait qu'il y avait une énergie, disons, nouvelle. C'est là qu'on a senti que la déprime était vraiment derrière nous parce que d'abord, il y avait du monde comme on n'avait jamais vu depuis le début de la campagne. Il y a eu des discours de Mario et Lucien Bouchard. Ils avaient fait l'histoire du Québec à leurs deux générations qui se rencontraient, qui faisaient le portrait de la trajectoire du Québec, du destin du Québec. C'était une soirée assez magique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un passeport québécois. Moi, je continue à penser à ce jour que s'il y avait eu un référendum une semaine avant, on l'aurait probablement perdu. Moi, je le crois sincèrement. M. Bouchard avait réussi à démontrer que non seulement on veut un Québec indépendant, mais on le veut en association économique avec le Canada. Et sa présence, le fait qu'il était aimé par le monde, je pense que l'équipe de M. Parizeau a réalisé ça, que c'était leur meilleur atout.
Jean Chrétien avait annoncé très tôt qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat d'un oui au référendum. Oui, puis il se serait donné toutes sortes de moyens là, extraordinaires pour contrer la naissance d'un nouveau pays. Il l'a dit et admis après le 30 octobre. S'il posait la question « Voulez-vous vous séparer du Canada? » Point final. Je dirais que je serais le premier à le reconnaître. And they want me on behalf of all Canadians. Il pose une question confuse, répond Jean Chrétien, et il voudrait que je les aide à séparer le pays. Eh bien, moi, je ne marche pas. You might, I won't not, Mr. Manning. Il a refusé de dire qu'il le reconnaîtrait, mais il n'a pas dit qu'il ne le reconnaîtrait pas en français. Tandis qu'en anglais, il a dit très clairement à M. Manning qu'il ne le reconnaîtrait pas. Le oui du Québec. Mais nous autres, on a toujours dit c'était majorité plus ça. Puis on respectait la majorité. Puis ça, là-dessus, on y croyait tous, là. Même un oui à 50,6 Il n'y a personne... Ce qu'on se disait, par exemple, c'est qu'un oui à 50,6 attache ta tuque, là. Mettons que c'est mieux, c'est un oui, là, d'avoir une majorité franche. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de libéraux du Québec qui auraient dit, bon, ben c'est ça, le référendum est fait, puis c'est oui, puis on l'accepte. T'es sur deux planètes, là. Ceux qui sont à Ottawa, puis qui regardent le Québec de haut, puis ceux qui sont à l'Assemblée nationale, puis qui sont dans le Québec, puis dans le Parlement du Québec, qui considèrent l'Assemblée nationale comme l'Assemblée principale du Québec. Quelques jours avant le vote, on sent que Chrétien y abat ses dernières cartes. Il se rend à New York. On est le 20 octobre, donc 10 jours avant le vote, pour être plus précis. 50e anniversaire de l'ONU. Il veut y rencontrer Bill Clinton, qui est alors président des États-Unis, puis il veut lui soutirer un appui là, public envers le non. Vous, dans le fond, la réaction à Washington, à vos rapports, j'imagine l'intérêt a suivi la courbe du oui. C'était surtout après l'effet Bouchard que leur intérêt était piqué un peu. Et mon job pour le département d'État était de connaître et de prévoir, si possible, ce qui allait se passer et ce que ça voulait dire pour les États-Unis. Donc, par exemple, j'ai écrit un rapport sur si le oui gagnait, quelles seraient les forces armées du Québec libre. Alors, on avait la base à Bagotville, dans le quartier. Donc, évidemment, il y avait du matériel au Québec qui appartenait au gouvernement fédéral, mais on avait quand même Bombardier, on avait quand même les outils pour créer un militaire. Et mon avis était que ce serait un partenaire potentiel pour les États-Unis. Je ne voyais pas de problème là-dessus. Puis vous, comment vous avez vu l'évolution de l'appui à la souveraineté jusqu'au référendum? C'est quoi vos souvenirs? On suivait ça de près à l'ambassade. Monsieur Blanchard, l'ambassadeur Blanchard, était épris par tout cela. Il ne voulait pas être l'ambassadeur américain à perdre le Canada. Même si en coulisses, les Américains se préparent à une victoire du oui, le président Clinton réitère en public les liens qui unissent son pays avec le Canada. I have seen how it works, how our partnership works, how the leadership of Canada in so many ways throughout the world works. They've been a strong and powerful ally of ours, and I have to tell you that I hope we'll be able to continue that. Est-ce que le camp du non n'aurait pas voulu une intervention plus musclée de M. Clinton, dans le sens... C'était pas dans notre plan de match. C'était tout en douceur? Oui, non. C'était pas dans notre plan de match. Et ça aurait été probablement une fausse route que le comité du non est là, est dans cette direction-là. Quand Clinton fait sa déclaration, il dit je préfère un Canada uni. Pour moi, c'est une évidence. Oui, OK. Pour moi, c'est une évidence que les États-Unis... C'est comme s'il avait dit, nous autres, on veut pas de trouble. Tu sais, dans le fond, personne, tout le monde a comme préférence, moi, je veux pas de trouble. Tu sais, si tu lui donnes à choisir, là. Puis en plus, je pense qu'il était quand même ami avec M. Chrétien, il avait une très bonne relation avec M. Chrétien. Le 26 octobre, à quelques jours du vote, là, il y a Jacques-Yvan Morin qui se rend à Paris. Il est en mission secrète pour Jacques Parizeau. Jacques-Yvan Morin, ça a été un ministre très important de René Lévesque. C'est un juriste là, constitutionnaliste, internationaliste de haut niveau. Donc, moi, j'ai obtenu des documents qui précisent la fameuse mission de M. Jacques-Yvan Morin à Paris. C'est des documents qui sont inédits. Et l'idée, c'était de négocier le texte d'un communiqué. Le Québec aurait voulu « La France reconnaîtra le nouvel État », mais finalement, on voit que les Français préfèrent « La France en tirera les conséquences ». Alors, pendant que Jacques-Yvan Morin poursuit sa mission spéciale à Paris, bien, le oui a toujours le vent dans les voiles au Québec.
Le camp du oui vient de tenir son plus important ralliement de la campagne. 6 000 partisans ont rempli à leur tour l'auditorium de Verdun pour entendre les 3 leaders souverainistes, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Mario Dumont. À 4 jours du vote, le oui tient un rassemblement monstre à Verdun. Oui, en terrain fédéraliste. Et pendant ce temps-là, Jean Chrétien, lui, joue son va-tout. Il va faire une grande adresse à la nation. Ce n'est pas seulement l'avenir du Québec qui se décidera lundi, c'est également celui de tout le Canada. C'est une décision sérieuse et irréversible, aux conséquences imprévisibles et incalculables. Pour nous, le discours de Chrétien était important puisqu'il accréditait le fait que si c'était un oui, c'était... on ne comprenait pas d'ailleurs qu'il soit si clair sur le fait qu'un oui serait un oui. Là, irréversible. Irréversible. Comment il sortirait de ça? On ne s'attendait pas à ce qu'il dise ça. Jean Chrétien aurait été dans une position extraordinairement fragile au lendemain d'un oui, et c'est loin d'être clair qu'il aurait survécu, d'abord à l'interne, parce que ces ministres de l'extérieur du Québec, Brian Tobin et autres, ont déjà commencé à se réunir et à se dire « Ouais, ben si le oui l'emporte, là, on ne peut pas s'en aller négocier pour le Canada avec un ministre des Finances du Québec, Paul Martin, un ministre des Affaires étrangères du Québec, André Ouellette, puis Jean Chrétien. » Alors, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que la voix du reste du Canada ne peut pas être un trio de Québécois qui ont les rôles de premier plan du cabinet. Il y avait une vraie panique. Puis dans le cas de Jean Chrétien, c'était une panique double. C'était une panique de perdre le pays. Mais imagine perdre le pays puis être chassé du pouvoir. Lui, comment il aurait quitté dans la honte, là? À Ottawa, on est assez démunis. On est rendu à 2 semaines du vote. C'est moins bon. Une semaine avant le vote, le oui gagne. Puis il gagne pas à 50 et des poussières. Il gagne à 53, 54 %. Puis ça se sent dans l'air, puis tout le monde le sait. Et là, il faut qu'il fasse une opération de sauvetage. Je sillonnais par extension Ville-Mont-Royal. Je rentrais dans le bloc appartement, je sonnais les 4 appartements. Puis là, j'allais au premier. Il faut aller voter, c'est vraiment serré, on va perdre. J'allais au deuxième. Il faut aller voter, votre vote est important. Y a-t-il d'autres mondes dedans?